de F1. Bonsoir et bienvenue à la balodiffusion del Bulletin F1. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 60. Et comme vous pouvez écouter, Adu n'est pas là. Marc-André n'est pas là non plus. Et que aujourd'hui, c'est Ana María qui commande et un nouvel invité qui rejoint le bulletin aujourd'hui, c'est Jean-Sébastien. Bonjour. Bonjour, Anna Maria. Je suis un peu le chroniqueur réserviste, hein, le troisième, lorsque les deux sont pas là. C'est le dernier sur la liste. Hein, donc, je suis un peu le Nico Hülkenberg cette saison, on dirait. Oui, on me tout appelle Sébastien, parce qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Ok, mais aujourd'hui, on va parler de le Grand Prix à Imola, en Italie. Oui. Et on va parler qu'est-ce qu'on fait chaque équipe, la performance des jours aussi. En plus, qu'est-ce qui on va mettre un petit peu qu'est-ce qui se passe à la fin avec les marchés des pilotes. On commence avec les Grands Prix Imola. En résumé, un petit peu, parlez-nous de comment est-ce que tu as trouvé le retour de la Formule 1 à Imola? Eh ben, c'est quelque chose qui m'avait pas manqué. C'est un circuit que j'apprécie très peu de façon générale. Je regarde la Formule 1 depuis 1996. J'en ai à peu près manqué aucun en direct. En fait, j'en ai manqué aucun en direct. Lorsque je ne peux pas le voir à la télévision, je l'écoutais à la radio ou je le récupérais de plein d'autres façons, mais c'est un circuit qui m'ennuie de façon générale. Je le trouve pas super intéressant, quelles que soient les configurations des voitures. Je trouve pas que c'est un circuit qui est idéal ou typique pour la Formule 1. On dirait que c'est beaucoup plus fait pour la moto. Donc, c'est le retour à Imola, franchement, bon, écoute, par nostalgie, c'est toujours intéressant de retourner à des vieux circuits, à ses anciens amours, toi, ses anciennes amours. Mais franchement, c'est pas un Grand Prix qui m'intéressait et le résultat final m'a pas donné, à mon avis, un Grand Prix très, très intéressant. Là. Surtout par rapport au standard de la Formule 1 2020 qui est un peu tir à gauche, tir à droite, il y a toujours de l'incertitude. Ici, c'était pas vraiment le cas. Je sais pas pour toi, Anna Maria, mais c'est pas si grave si on ne retourne pas l'année prochaine ou l'année d'ensuite ou les années suivantes. Non, tu as raison, moi aussi, et ça va pas. Je trouvais pas trop intéressant aussi que c'était très difficile, la voiture il peut pas dépasser non plus, et c'était difficile, en plus ils n'ont pas eu le temps de mettre à point toutes les voitures, fait qu'ils se rencontrent dans une qualification, un Grand Prix où ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont trouver non plus. Mais la seule chose, c'est que Mercedes est toujours à l'avance. Ah, mais ça, c'est intéressant, ça, parce que les voitures avaient juste, les équipes et les pilotes avaient que 2 jours. Donc, il y avait comme peut-être un certain avantage au moins pour le spectacle, parce qu'avec moins de temps pour régler, les voitures sont moins perfectibles ou sont moins parfaites. Donc, il y a une propension plus grande pour faire de l'erreur. Et c'est ce qui manque un peu dans les formules d'aujourd'hui, c'est les erreurs. Donc là, pour une fois, on avait peut-être ces avantages-là, mais comme ce circuit-là est quand même assez connu, il s'est déroulé sous de magnifiques conditions pour la saison, il faut quand même le reconnaître. Là. Une vingtaine de degrés en Italie, début novembre, c'est quand même très idéal. Mais non,
comme je me rappelle pas, moi, personnellement, d'un Grand Prix d'Imola excitant, à part celui des années 80 où on réfère tout le temps à Imola, celui où tout le monde a fini en panne d'essence et celui où Alain Prost a perdu le contrôle de la voiture pendant le tour de chauffe sous la pluie. À part de ça, Imola, moi, je retiens pas grand-chose de très, très excitant du Grand Prix. Historiquement, c'est pas un Grand Prix qui m'est ouf, et je pense que celui de l'édition 2020 l'est encore une fois. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes parce que, tu sais, la nouvelle génération, ils se rappellent même pas del dernier Grand Prix qui était à Imola. Aussi, on se rappelle plus pour qu'est-ce qui s'est passé avec Senna qu'autre chose. Oui, évidemment, on fait juste se souvenir de Barrichello, Ratzenberger et Senna. Donc, c'est un espèce de circuit maudit pour toutes les mauvaises raisons, à cause des décès, à cause de l'ennui, à cause des un peu du lieu, de la configuration. On peut difficilement étendre le circuit à cause d'une rivière qui se trouve derrière, à cause d'un quartier résidentiel. Donc, on est vraiment déterminé par rapport au lieu. Donc, on dirait une espèce de Monaco, mais c'est un circuit classique, quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi la configuration de juste un seul pratique. Tu m'avais commenté que ça donne un peu de jeu. Les équipes ne sont pas très préparées, l'effet surpris, mais mon opinion, c'est que pour le futur, je ne pense pas que ça soit une bonne chose, pas pour les voitures, plutôt pour l'afición. Si l'afición y retourne à la piste, parce que le vendredi, il n'y aura pas rien à faire dans le circuit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, là, franchement, l'idée de... parce que, allons-y, hein, tu l'as évoqué déjà à deux occasions depuis le début de cet épisode, le fait qu'il y ait qu'il y ait une seule séance de libre, et ce soit celle du samedi matin. Moi, franchement, ça me dérange absolument pas. Je veux qu'on rende ces voitures-là difficiles à conduire, que ce soit par des artifices techniques ou technologiques, par des réductions de coûts, etc. Mais là, ici, on tente quelque chose qu'on fait moins pour des raisons commerciales, parce qu'évidemment, ça veut dire que il n'y a pas de gens le vendredi, ça veut dire qu'il y a moins de revenus publicitaires le vendredi pour les réseaux. Cette idée d'avoir moins de temps de piste pour essayer de réduire la voiture, je trouve ça très intéressant. Le réduire au strict minimum de 90 minutes, et même encore là, je trouve que 90 minutes, c'est beaucoup. On pourrait même le réduire à 60 et rendre un Grand Prix beaucoup plus imprévisible. Prenons l'exemple qui s'en vient dans quelques semaines. Là. On va avoir ce double Grand Prix à Bahreïn. Bahreïn, circuit régulier, et le fameux ovale. L'ovale, hein, on pourrait juste rien avoir et basculer directement à la qualification. Là. On connaît le circuit, les voitures ont passé la semaine là. Là, on pourrait vraiment rajouter un coefficient de difficulté là, supplémentaire qu'on joue avec les règles. Personnellement, moi, je regarde pas la Formule 1 vraiment le vendredi. Je trouve ça assez ennuyant. Un, c'est tôt. Deux, j'ai d'autres choses à faire. Sauvons du temps de piste, sauvons de l'argent pour les équipes. Franchement, aussi, il y a cet argument que je trouve qui est quand même assez important. On sauve aussi un jour de déplacement aux équipes. Pour ceux qui font tous les Grands Prix, il y a quand même certains mécanos qui les font presque tous. Dans une configuration où maintenant il y a 21, 22, 23 Grands Prix, ça fait 21, 22, 23 jours de moins sur la route. Ça fait 3 semaines de plus passées chez eux, en famille. Je trouve que ça compte pour beaucoup. Ces petites mains que sont les mécanos, ça compte et je pense qu'ils méritent de pouvoir avoir un peu plus de temps chez eux parce que le déplacement au final, quand ça fait 20, 21, 22, 23 Grands Prix, ben on compte les jours, ça fait 80-90 jours de déplacement. Ça commence à faire beaucoup dans une saison, c'est épuisant et donc si on peut leur sauver du temps, tant mieux. Donc je trouve qu'il y a finalement beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients à faire un Grand Prix sur 2 jours, quitte à ce que ça frustre peut-être les fans qui vont sur les Grands Prix, mais je pense qu'on peut quand même essayer de leur trouver d'autres moyens pour essayer de leur offrir. Liberty Media est extrêmement ouvert à cette idée
de vouloir être plus proche du public. Je pense qu'il y a des moyens pour rendre ça peut-être plus intéressant le vendredi, de faire des activités promotionnelles, par exemple. Est-ce que je suis seul à penser ça? Est-ce que je suis rentre tout seul comme un débile à être dans une telle position, ou tout le monde veut la Formule 1 jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un peu comme au golf, ou... Non, 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 c'est pas toi le seul. C'est juste que, comme tu dis, ben, c'est sûr que vendredi, on n'écoute pas la pratique, mais quand on n'est pas au circuit, mais par contre, quand le Grand Prix aussi à Canada et on va y aller, oui, on veut un petit peu plus de l'action en piste et c'est sûr que vendredi, s'il n'y a pas de voiture qui roule, c'est pas intéressant. C'est moins intéressant parce que c'est ce qui s'est passé avant. La Formule 1, il ne roulait pas trop vendredi, fait que l'afición, le monde qui allait en piste, il restait un petit peu plus à la maison, il n'allait pas vendredi. Fait que, ils ont dit, on va, maintenant les équipes, ils sont obligés de rouler vendredi parce qu'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, il y avait la pratique, mais il était un peu à la décision de l'équipe, est-ce qu'on roule pas trop, on se garde, on fait pas, mais maintenant ils sont obligés juste pour que le monde qui va au circuit, il peut avoir un petit peu de l'action et des fois il y a des circuits où il y a en Europe, oui c'est intéressant, il y a la Formule 2, il y a la F3 aussi, il y a plusieurs catégories qui vont participer aussi pendant la fin de semaine des Grand Prix, mais quand on arrive ici au Canada, par exemple, il n'y a pas grand-chose, il y a la Nissan Micra qui va rouler, le Challenger Ferrari, mais c'est comme moins intéressant comparer qu'est-ce qu'on peut faire en Europe. C'est juste parce que c'est sûr qu'on n'a pas le temps le vendredi à la télé, on n'a pas le temps d'écouter, on va juste moi regarder les temps, des fois je mets juste là pour écouter un petit peu, mais on ne s'assoit pas juste pour regarder ça. Ouais, c'est compliqué quand même parce que prenons disons, la situation par un autre exemple. Disons que à certains Grands Prix, on autorise encore ces fameuses séances d'essais privés toute la journée. Il se trouve que Montréal est un super candidat pour le faire parce que circuit atypique, parce que les gens sont là le vendredi, contrairement à un circuit où il y a personne le vendredi. Ça peut être plus intéressant dans ce cas-là. Mais après, il y aurait d'autres promoteurs qui seraient insatisfaits parce que, justement, ils diraient, ben, nous aussi, on mérite d'avoir cette journée supplémentaire. Donc, il y a une espèce de couteau à double tranchant là-dedans. C'est sport, d'un point de vue du sport motorisé, c'est quand même l'élite. Donc, on veut que ce soit l'élite, on veut que ce soit le meilleur dans tout. Mais en même temps aussi, on veut ce côté faillible, en quelque sorte. Donc, on souhaite qu'il y ait moins de perfection. Donc, si on veut moins de perfection, moins de temps en piste, moins de temps à faire des essais en laboratoire, etc. Donc, il y a une espèce de variable d'ajustement à trouver. Et franchement, là, je trouve que c'est compliqué. Ross Brown a beau être un gourou en Formule 1, un essai, je pense pas que c'est assez. Je pense qu'on va en faire d'autres. Surtout sur un circuit comme celui-là, où on va pas y retourner. Je pense pas que ce soit nécessairement la meilleure idée. Comme je disais tout à l'heure, moi, je trouve vraiment que l'idée lorsqu'on va aller à Bahreïn, on aurait dû le faire aussi sur 2 jours pour pouvoir l'essayer. C'est peut-être dangereux, mais je pense que les équipes vont être prêtes quand même. Là. C'est des lignes droites, c'est du Monza, dans le fond. Et on aura très peu de choses à faire, alors que là, on va leur donner encore toutes les séances de ces lignes normales. Je pense pas que ça va être... Ça va rendre la chose plus difficile, ça va rendre la chose plus... l'excitation ne sera pas à son comble, c'est ce que je voulais dire. Et donc, on va citer un Grand Prix peut-être tout aussi terme. Donc, peut-être qu'à certains Grands Prix ciblés, on pourrait mettre des twists, comme on peut le voir, par exemple, dans certains sports où on change les règles de lieu en lieu. Il y a des éléments très techniques sur certains Grands Prix. Au golf, par exemple, on change des fois il y a certains tournois de golf, 2 ou 3 sur la saison, où on compte plus sur le nombre de coups, mais il y a un système de points qui est mis en place. Donc, sur certains Grands Prix de Formule 1 sur la saison, il pourrait très bien y avoir une réduction dans les essais libres ou transformer la journée du vendredi pour
ajouter une twist plus excitante sur les Grands Prix. C'est à explorer, mais je ne sais pas jusqu'à quel point les plus fondamentaux vont dire c'est travestir le sport, c'est rendre ça plus ce que c'était avant et d'entendre des espèces de réactionnaires en quelque sorte critiquer la Formule 1. Oui, de toute façon, même si toutes on dit les romanticismes, on dit c'est pas comme avant, mais ça serait jamais comme avant. Ça sera jamais comme avant, ben non. Non, le sport évalue à chaque fois que ça change, il faut accepter que ça change. Mais oui, tu as raison, beaucoup de points, mais il faut chercher aussi que la FIA il cherche plus de tests aussi parce que maintenant ils sont trop réduits les tests, ils font juste des essais à l'ordinateur, à une soufflerie, mais que la seule façon de vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avec la voiture, c'est les tests de vendredi, samedi pour voir un petit peu si ça marchait, l'heure fait ou ça marchait pas. Je vois, c'est plus ça qui m'inquiète. Mais quand même, les 2 jours, c'est intéressant. La seule chose, c'est que pour l'organisateur des Grand Prix, ça devrait être moins intéressant parce qu'il parle une journée aussi que il n'y a pas ouais, de... La billetterie, il y a moins d'entrée d'argent, évidemment, ça va de soi. Il y a peut-être des ajustements qui peuvent se faire sur certains Grands Prix. Tout se négocie, hein, donc à partir de là... on a beau avoir eu 2 Grands Prix en Autriche ou 2 à Silverstone, on est toujours capable de négocier quelque chose pour pouvoir trouver un ajustement à la Formule 1. Historiquement, c'est de la négociation, c'est de la négoce, et au final, on arrive toujours à trouver quelque chose qui va satisfaire tout le monde. C'est jamais nécessairement la meilleure solution, mais au moins, on arrive toujours à trouver au moins une espèce de consensus qui va relativement satisfaire tout le monde. Je me réjouis en disant qu'au moins la Formule 1 est capable de faire ce genre de choses-là. Donc, avec un peu de travail, ils seront peut-être capables de trouver quelque chose sur le calendrier. Avec cette nouvelle administration qui est débutée immédiat, j'ai plutôt pour une première fois espoir de voir un certain règlement dans cette chose-là. Bernie Ecclestone, jamais il aurait fait ça. Et même s'il avait encore, disons, 50 ans aujourd'hui, il le ferait jamais. Il essaierait juste de garder la façon pour faire le plus d'argent possible. Donc, mais je pense qu'on peut... Il y a au moins une fenêtre de dialogue qui est possible quand même sur un format de 2 jours ou sur d'autres formats auxquels on n'a peut-être pas pensé ou encore assez poussé peut-être. Oui, ils ont démontré au moins que cette année que si ils veulent faire des choses, ils sont capables. C'est juste que des fois, Mais ça se fait. Oui, ça se fait. C'est juste qu'il y a toujours la négociation, l'argent, tout le monde il veut gagner quelque chose et c'est là que Oui. c'est là que c'est plus difficile. Ok, revenant à la course de Imola, on a vu pas beaucoup d'actions, c'est sûr, mais au moins il y avait des petites choses, il y avait des Bottas qui sautaient en avance, et Hamilton était un peu coincé derrière. Un petit point que je voulais ressortir, c'est qu'est-ce que tu penses de Bottas? Qu'est-ce qui se passe avec Mercedes? La stratégie complètement différente. Hamilton, il reste en piste. Quand il dit, OK, on y va, je pensais qu'il va rentrer. Non, c'est Bottas qui rentre et c'est lui qui y amène. Et après ça, c'est fini pour tout le monde. Est-ce que tu penses que Bottas il pouvait rester, peut-être le laisser un petit peu plus en piste parce qu'il y avait encore son pneu n'était pas trop dégradé non plus. Verstappen il n'était pas trop agressif non plus parce qu'il faisait attention à ce moment-là. Je trouve que c'est difficile d'évaluer Bottas parce qu'évidemment, lorsqu'on compare un pilote, on peut le comparer uniquement avec son coéquipier, et son coéquipier est juste beaucoup trop fort pour lui et pour toute la ligue. Donc, le bulletin F1 aujourd'hui, au jour d'enregistrement, mercredi, sur Twitter, à la blague, disait « C'est quoi votre hot take
en Formule 1 pour pouvoir parler d'un autre sujet à part des fameuses élections américaines en cours. Et moi, j'avais osé dire que Hülkenberg est clairement overrated par rapport à ce que tout le monde pense. Bottas, je pense que c'est la même chose. Ce pilote est beaucoup trop faible pour cette équipe. C'est un faire-valoir pour Lewis Hamilton. Il est correct, sans plus. N'est pas le pilote le plus doux avec la voiture. On parle souvent de conduire avec le bout des doigts, là. Hamilton, il l'a. He got it. Donc, à partir de là, s'il fait un ou deux tours un peu moins bien avec la voiture, il peut moins l'étirer. Hamilton sait parfaitement conduire cette voiture. C'est le talon au bout de ses doigts. Hamilton, en plus, a eu un concours de circonstances exceptionnel avec la voiture de sécurité qui est arrivée devant lui. Il a quand même fait 10 tours de plus que Bottas. Donc, à partir de là, au final, la Mercedes, Bottas est complètement dépassé par Lewis Hamilton, mais en même temps aussi, qui ne le serait pas à sa place. Peut-être un Verstappen, peut-être un Charles Leclerc, et encore là, non, mais essayer de comprendre Bottas, est à peu près impossible à cause de Lewis Hamilton qui est à côté. C'est tellement dommage. C'est une fatalité, là, mais ça rappelle Eddie Irvine avec Michael Schumacher. C'est un numéro 2 et c'est ce qui va rester et c'est un vrai faire-valoir. À chaque année, on dit « Ah, Bottas a peut-être eu ses chances. » Et au premier Grand Prix, il se fait détruire par Lewis Hamilton en se faisant prendre 30 secondes. À Imola, on a vu la même chose, du moins qu'il a pu combler l'écart. Après, il est parti. Donc, non, c'est pénible pour Bottas. Je m'excuse. Je ferais bien un câlin virtuel, mais c'est trop, là. C'est trop. Verstappen, lui, il est capable d'aller chercher qu'est-ce qu'il veut, mais est-ce que Imola, il était trop... il était difficile parce qu'il n'a presque pas fait la qualif, mais et après, lui s'est rattrapé. Est-ce qu'il était un peu trop forcé la donne parce que son pneu est éclaté et c'est fini quand finalement il a réussi à dépasser Bottas et c'est là que tout s'est joué. Ouais, mais après on le voit toujours, il reste toujours à une certaine distance de Lewis, hein. On met Bottas et Verstappen dans la même voiture. Verstappen va détruire Bottas, pas autant qu'Hamilton, mais il va clairement le détruire, comme il fait avec ses coéquipiers chez Red Bull. Que ce soit Gasly il y a 2 ans, que ce soit Albon, enfin Gasly l'année passée, et Albon l'année passée et surtout cette année. Concours de circonstances extrêmement malheureux pour Verstappen. C'est pas nécessairement super facile cette saison, avec les petits problèmes toujours ici et là, la voiture qui est jamais tout à fait prête, mais oui, Verstappen est à partie pour faire une bonne performance encore ce week-end. Je suis sûr que dans 2 semaines, enfin dans 1 semaine à Istanbul, il va pouvoir nous faire encore une super performance, et là je pense qu'il va peut-être être même meilleur. Mais non, c'était d'une tristesse sur son lever abandonné au 50e tour. Il était bien placé, puis voilà. C'est un peu la faute à pas de chance, une crevaison comme ça, là. Les pneus n'étaient pas particulièrement très usés, à mon souvenir. Il pouvait finir, mais non. Bon, c'est la vie, puis on s'en prend au Grand Prix suivant, hein. Oui, il n'y a pas choix. Mais il y a aussi il y a un autre équipe qui était dans les projecteurs, c'est Racing Point. Il est dans les projecteurs depuis que ça a commencé la saison pour toutes sortes de raisons, mais plus parce que depuis qu'on a annoncé que Pérez quitte l'équipe, c'est là que toutes ces causes ça va ça là que ça dérange un petit peu la performance de l'équipe parce que après ça esto le fait pas très bien, mais oui, il y a aussi
quelques circonstances, il y a des accidents, des accrochages, il était malade et après il revient, ça passe pas très super, mais aussi le Grand Prix passé, il y avait comme le podium, il était proche pour Pérez. Après ça, c'est ça, il y a la stratégie, on dit des fois, mais c'est une équipe jeune, il apprend, il fait des erreurs, et qu'est-ce que tu penses? Ben, parce que de côté, je connais, de côté Pérez, tout le monde dit, non, c'est Racing Point, il fait le sabotage parce qu'il ne veut pas qu'il gagne, il ne veut pas qu'il fasse bien. Oh non, mais l'idée, on fait le sabotage dans les équipes, là, franchement, là, la théorie de la conspiration, là, ça sera. Hein? On en a assez déjà dans le vaste monde. S'il faut commencer à ajouter celle qu'on a en Formule 1, oui, on a déjà eu le Crash Gate, mais bon, une fois n'est pas coutume. Thérèse, j'ai beau lire les explications qu'on a vues sur Internet disant l'équipe, ouais, à cause qu'on n'a pas pu bien comprendre les pneus, c'était préférable de les changer parce qu'ils allaient trop perdre en chaleur sous la voiture de sécurité. Et on ne peut pas prévoir qu'il y en a avoir une deuxième. Donc, finalement, notre stratégie n'eût été d'une deuxième voiture ou en fait d'un second accident qui aurait prolongé la voiture de sécurité, on serait resté en piste. Je trouve franchement l'explication bizarre. Je veux dire, on a un podium entre les mains et la meilleure chose qu'on pense à faire, c'est on va rentrer la voiture au puits pour pouvoir changer les pneus. Je comprends très très mal. Les pneus étaient suffisamment bons pour finir. Et on fait quand même rentrer la voiture au puits et on pense qu'avec le nombre de tours qui va rester, c'est-à-dire à peu près une dizaine, il va pouvoir remonter pour pouvoir garder sa troisième place. Quelle stratégie bizarre! Parce qu'il repart ensuite sur le circuit, il est sixième, le circuit 1 est difficile à dépasser, 2, l'adhérence est peut-être pas top, et donc retombe en 6-7e place et doit regagner 3-4 places. Mais à quoi ils ont pensé chez Force India? Et depuis que j'ai vu cette déclaration sur cette stratégie un peu étrange, franchement, j'essaie de recomprendre le Grand Prix. Je suis retourné voir ce qu'il y a avec mon abonnement à TV+. J'ai pris quelques minutes pour essayer de revoir. J'ai pas compris. Franchement, je la comprends pas. Ça va rester un peu dans les annales. Une incompréhension chez Force India, chez Racing Point. Ce genre de stratégie malheureuse qui on pense que ça marche, mais ça ne marche pas. J'aurais préféré, à leur place, bon, évidemment, j'ai pas des informations, mais j'aurais tenté le gamble de rester sur le circuit. J'aurais fait le pari de rester et quitte à reculer. C'est une piste où on ne peut pas dépasser. Donc, à partir de là, pourquoi s'arrêter pour chausser d'autres pneus? Oui, ils sont peut-être plus rapides, mais quand même, les occasions ne sont pas là pour dépasser. On le connaît, ce circuit-là, c'est difficile. Donc, non. Dans ma tête, ça ne s'additionne pas. Est-ce que toi, Anna-Maria, au moins, tu as une explication plus logique à m'offrir parce que je cherche désespérément une réponse? Non, mais j'ai pas d'explication logique et j'ai pas compris, mais je comprends que l'équipe veut s'expliquer en disant oui, on a essayé quelque chose parce que peut-être tout le monde va arrêter et après la deuxième voiture de sécurité que sinon ça aurait marché, mais j'essaie de comprendre, je dis oui, des fois Ferrari il fait des erreurs comme ça avec la stratégie, mais pas quand tu as le podium là dans la main. Aussi, l'autre chose que je suis oui, je comprends, l'équipe fait une erreur et il dit il faut que tu rentres, il faut que tu changes, mais tu sais combien de temps il y a tes gommes, c'est toi qui conduis et je me demande, c'est pas là la différence entre un pilote comme Verstappen et comme Leclerc qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais ils vont dire à l'équipe, mais non, c'est pas normal, je vais rester, on va essayer le tout pour el tout et c'est la seule je blâme l'équipe parce que oui, ils ont como laissé aller, ils ont donné le podium, ils ont donné su troisième place de classification, mais aussi Pérez, il y a 10 ans, presque 10 ans, il y a l'expérience, c'est là qu'on voit les pilotes. Quand il y a l'expérience, même Max Verstappen, même Leclerc, ils vont dire
non, il n'y a pas de sens. Je vais rester en Ouais. piste, on va essayer. Et c'est la seule chose que j'ai dit que je n'ai pas écouté en aucun pas parce que Pérez il dit oui, je ne comprends pas, il faut des explications. Je dis mais oui, il faut des explications, mais toi, la voiture, tu sais qu'est-ce que toi, tu sais combien de tours il te reste, tu sais combien de tours toi, avec tes pneus, tu sais que tu es dans la position pour la 3e place. Pourquoi tu dis rien? Tu dis à l'équipe, non, on ne va pas arrêter, on va essayer. Au moins, j'imagine que si l'équipe y essaye, au moins, il va perdre une place, tu place, mais ce n'est pas la même chose qu'il s'agit de gagner des places à Imola. C'était difficile, tellement difficile à dépasser, mais je dis, c'est mieux essayer le tout pour le tout et au moins tu vas perdre 1 ou 2 places, mais pas essayer de remonter quand était tellement difficile à le faire. Mais je n'ai pas d'explication logique, c'est la seule chose que je dis, c'est que il n'y avait pas aucun... Des fois, je ne sais pas, quand il s'assoit, il y a toutes les données de l'équipe, mais toi, dans la 3e place, tu n'as pas beaucoup roulé. Pourquoi tu arrêtes? Ouais. Ben, moi, je retiens alors 2 choses au final. Dans le manque de leadership, peut-être, de la part du pilote pour Perez, c'est peut-être une chose. Mais en même temps, aussi, on accuse souvent qu'un Verstappen ou un Vettel ou un Leclerc s'implique trop dans les décisions stratégiques. Tout ça est négocié en amont. Donc, jusqu'à quel point un pilote peut prendre la place et quelles sont les tensions qui peuvent être créées au sein de l'équipe à voir. Donc, peut-être un certain manque de leadership du pilote qui, lui, conduit la voiture, qui connaît les pneus, qui sait comment va la voiture. Et surtout, en plus, comme tu disais, c'est un pilote expérimenté. Et Perez, je me rappelle, en début de carrière, on le vantait en disant, Perez, s'il y a un gars qui sait surveiller ses pneus, c'est lui. Je me rappelle d'un Grand Prix à Montréal où il avait fait, je pense que c'était sur un pneu dur ou non, un pneu tendre, il avait fait presque le Grand Prix en entier, alors que tout le monde faisait 2 arrêts. Lui avait pu sauver un arrêt pour étirer, puis à la fin, ses pneus sont morts et il s'est fait rattraper par après tout le monde. Les Wiz de Formule 1 pourront se rappeler exactement l'édition. C'est peut-être un 2010 de mémoire, je me rappelle plus très très bien. 2010 ou 2012, bref, dans ces eaux-là. Et Perez était magistral en début de carrière avec ses pneus et donc là, il aurait dû dire à l'équipe, je reste, en effet, mais bon, manque de leadership ou manque de courage ou manque de communication au sein de l'équipe, c'est gênant parce que c'était un podium quasiment assuré. Et puis là, on le donne à Renault. La bataille pour le championnat des constructeurs dans le milieu de classement, c'est des points perdus. Là. On laisse 11, on laisse combien de points encore? 3, 15 contre 8. Je pense qu'on laisse 7 points. C'est 7 points de perdus. Ça va faire mal à la fin de championnat, d'autant plus que Racing Point a perdu des points pour le plagiat sur les écopes de frein. Si à la fin de la saison, Racing Point perd une place au championnat à cause de cette erreur, ça va faire très très mal. Je ne sais pas comment ils vont se rattraper, mais il n'y a pas comme d'excuse. En plus, c'est la seule voiture que toi, dans les points, mais avec Stroll, il n'y avait rien à faire. Il endurait juste pour finir la course parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire non plus. Mais, comme tu dis, on ne comprend pas, ça va rester comme quelque chose dans 2020 qu'on va pas, on ne saura pas qu'est-ce qui se passe. Et pour avant d'aller à la performance des jours et tout ça, on va parler avant de comment est-ce que c'est Renault. Avant, je disais avec A2, je pense pas qu'ils vont réussir à arriver à la 3e place. Mais on dirait qu'après qu'on a annoncé Alonso, ils sont pompés. Ils viennent, ils gagnent des places et tout se passe juste après qu'ils ont filmé les fameux accords de la Concorde, après qu'ils ont arrêté de se chicaner avec Racing Point. Qu'est-ce qui passe avec Renault? Est-ce qu'ils vont tenir les coups d'ici à la fin de la session?
Je pense que oui. C'est l'équipe qui pousse le plus. Au début, on a vu rapidement Racing Point et McLaren très fort, très très fort, et Renault était derrière. Puis, au fil des semaines, au fil des Grands Prix, on a commencé à voir le switch. Des Racing Point moins performantes, les McLaren moins performantes, et une équipe avancée, les Renault. Comme disait Pierrot de RDS, une de ses phrases fétiches, c'est lorsqu'on n'évolue pas, on recule en fait. Hein? Quand on stagne, en fait, on recule parce que tout le monde amène des évolutions, donc tout le monde est toujours plus rapide. Renault a trouvé quelque chose. Visiblement, ils ont quelque chose sur la voiture. Plein de petits artifices ici et là, plein de petites innovations que les autres équipes n'arrivent pas à avancer. Pour Renault, franchement, c'est bon signe. Pour Daniel Ricciardo, ça, c'est moins bon signe. En début de saison, ça semblait logique de vouloir partir. Là, franchement, ça le semble de moins en moins. Là, cette voiture-là va être performante en 2021. Elle risque de l'être tout autant. C'est 135 qui sont. Regarde le classement en ce moment. Là. 3e, 4e, 5e place. Renault, Racing Point, McLaren. C'est 135, 134, 134. Il y a un point d'écart parce qu'on a enlevé quand même la quinzaine de points à Racing Point. C'est super serré. S'il y a une vraie bataille qui est excitante, c'est en milieu de paquet. Pour une vraie fois, le milieu de paquet est super excitant. Si Mercedes et Renault n'étaient pas là, on aurait un super championnat. Difficile, franchement, de dire qui va finir 3e. Si j'avais une petite pièce, je pense que je la mettrais sur Renault. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi j'ai dit depuis longtemps qu'il faut qu'ils me convainquent. Ils m'ont pas convaincu encore. Parce que de toute façon, ils usent une voiture qui roule. Et à Ricciardo, je ne sais pas si c'est lui, il est plus bon avec toutes les nouvelles choses qu'ils ont mis sur la voiture, mais je ne sais pas si c'est la faute de l'auto ou la faute de Ocon, parce que lui, il y a toujours des problèmes, ça ne marche pas, mais au moins, il y a une seule voiture vu que j'ai dit tout le temps avec Renault, je me garde une petite gêne, et j'ai dit, on attend, je mise pas sur vous encore, mais je dirais que dans le dernier Grand Prix, c'est Racing Point qui me déçu un petit peu, beaucoup. Parce qu'il arrivait très bien et on dirait que, je ne sais pas, les choses se sont corsées après Italie. Je l'ai dit, le podium mourit. Après le podium, on dirait que ça ne marche pas, ça ne va pas très bien. Et c'est pas, c'est la faute des pilotes, c'est la faute de la voiture, c'est la faute que Pérez il s'en va, je ne sais pas, mais on va voir. Mais Renault, pour moi, toujours, il faut qu'il fasse un petit peu plus pour me convaincre. Et on a ici, c'est Marc-André, il voulait retomer les performances des jeux, les contre-performances des jeux, les moments cocasses de la course. Oui. Pour toi, c'est quoi la performance des jours? On commence avec la performance des jours et pourquoi? Performance du jour, c'est quand même pas facile. Non, en fait, c'est super facile. C'est Daniel Kvyat qui finit 4e. À toutes les fois que je vois une Alpha Tauri, je me dis, c'est Minardi. Oublions pas. C'était, il y a encore une quinzaine d'années, c'est Minardi. Une Minardi finit 4e. C'est génial. Franchement, Daniel Kvyat est en train de sauver son volant pour l'année prochaine. Je ne sais pas si ça sera assez. On dirait que pour l'Empire Red Bull, c'est jamais assez pour garder son volant. Je souhaiterais qu'il garde son volant. Je pense qu'il fait de très bonnes performances cette saison, tout comme évidemment Pierre Gasly. Kvyat qui est un peu dans les camps, mais essaie désespérément de relancer un peu sa saison. Mais c'est le genre de performance qui va peut-être pouvoir le sauver. Ça sera pas facile parce que derrière, il y a quand même de la pression. Il y a peut-être même un Perez aussi qui pourrait peut-être essayer de prendre le siège. Même quand on est une équipe comme Red Bull, quand on a un pilote qui peut amener de l'argent,
pense pas qu'on le refuserait pareil. Donc non, la performance du jour, je pense qu'on peut la donner à Kvyat quand même. Et la contre-performance de Juve. Un peu plus facile. Difficile à choisir, mais un peu plus. George Russell, pauvre garçon, la mettre dans le mur, puis en même temps aussi, c'est le moment cocasse du jour. Je veux dire, il ramasse 2 prix. C'est le genre de faute, c'est l'erreur des colliers, c'est le truc où est-ce qu'on n'est jamais censé perdre la voiture. Tout était correct, ça allait bien. Il est en train de marquer un point même et crache la voiture dans le mur en perdant le contrôle à cause de pneus qui se refroidissent. Il avait sur le plateau d'argent le point, puis il l'a manqué. Donc, en finissant dans le mur, c'est juste une tristesse de le voir. On a vu sa frustration après, entre un mélange de Mika Häkkinen en Italie en 99 et un Charles Leclerc à Bakou il y a 2 ans qui se trouve stupide. On suppose que George Russell s'est senti profondément stupide, qui était très très dur envers lui-même. Non, c'est la contre-performance. Le point est là, puis il perd sur un instant bébête qui a fait des centaines de fois sur simulateur, en Grand Prix en réel, dans les classes inférieures. On perd jamais la voiture, puis là il le fait, donc non, donc il faut lui donner la contre-performance et le moment cocasse, parce que c'est quand même assez drôle de voir quelqu'un perdre la voiture de cette façon-là. Oui, c'est ça, on dit, même les meilleurs, ils ont fait des fois l'erreur, mais c'est sûr que après, moi, je vais donner mes performances, mais tu parles de Russell, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu penses de lui. Parce que lui, il gagne beaucoup sur l'affection. On l'aime, c'est Russell, c'est le bon Russell, il faut qu'il y ait les points. Mais en même temps, si on fait une rétrospective sur la session, il y a à chaque course, il y a des petits erreurs qui se passent dans la course, il y a des accrochages. Mais la voiture, la seule chose, c'est qu'il gagne contre son coéquipier. Mais à part ça, ça se démarque plus sur l'émotion. Je pense qu'il a un talent fou, mais il n'est pas dans une bonne équipe pour pouvoir encadrer son talent, pour pouvoir l'ajuster correctement. Tu vois, c'est comme dans certains autres sports, comme au tennis, on voit qu'il faut juste comme lui mettre comme le bon coach pour que le joueur puisse se transformer ou passer à l'échelon supérieur. Pour Russell Williams, il n'a pas les infrastructures ni le personnel nécessaire pour pousser à l'étape plus loin. Et le problème qu'on a en Formule 1, notamment à cause de certains pilotes comme Hülkenberg, même si je trouve qu'il est beaucoup trop, qui est sous-talentueux, un gars comme Perez notamment, ces pilotes-là, il manque de voitures sur la grille. Là. Il y a trop de talent pour seulement 20 voitures. Donc, on se ramasse avec des joueurs qui devraient être dans une meilleure équipe que ça et qui n'y arrivent pas. Donc, il y a au détriment d'une certaine frustration, une certaine empathie, je pense, pour lui, parce qu'on l'aime bien, il a l'air sympathique, il a l'air gentil. Il a un charme fou, mais il a aussi un talent et il n'a juste pas la place pour lui. Je suis sûr qu'il serait meilleur que Bottas sur une Mercedes, mais il commencerait peut-être à chauffer les fesses à un Lewis Hamilton, par exemple, peut-être un peu trop pour Hamilton. Je pense que Bottas c'est un bon numéro 2 pour lui. Il le sait très bien, il sait comment ça marche la dynamique. Donc, oui, c'est juste dommage. Il n'y a pas de place pour Russell, il n'y a pas de place ailleurs. J'aimerais bien le voir dans une Red Bull, j'aimerais ça le voir dans une Alpha Tauri ou dans une Ferrari ou n'importe où ailleurs. Mais on dirait qu'il n'y a juste pas la place pour lui. Donc, il est coincé, malheureusement, à jouer les seconds violons parce qu'il n'y a aucun premier violon qui casse. Donc, c'est dommage. Donc, au lieu d'être frustré, je pense que humainement, on a une certaine empathie ou un certain amour pour lui parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va pouvoir aller plus loin.
je pense pas que c'est comme une espèce de oh merde, comment il s'appelle lui j'ai son nom sur le bout de la langue, Anna Maria, tu vas m'aider là. Le pilote allemand qu'on avait il y a quelques années chez Sauber, qui est resté pas très longtemps là. J'ai oublié tout son nom. Il est en Formule 1. Oui. C'est le grand ami de Vettel. Oui. Oui. Lui qui oui, je mets la faute toujours sur Toto Wolff parce que lui, il était un talent perdu complètement. Il était. Exact. Oui. Aïe. Comment ça peut nous échapper un nom comme ça? Voyons. Je suis en train de chercher partout là, comme un débile et j'arrive pas à le trouver. Si je l'ai ici. Marcus Ericsson. Voilà. Non, pas Marcus Ericsson. Mais non, je dis n'importe quoi. Non. Comment il s'appelle? Pascal Wehrlein. Voilà. Oui, Pascal, c'est ça. Qui, on disait, avait un talent fou. Peut-être pas tant que ça. Russell, lui, il a le talent. Il l'a, mais il a juste pas la place. C'est d'une fatalité. C'en est presque à pleurer, en fait. En plus, il était déçu, lui, parce qu'il voyait ses amis comme Norris dans des mieux. Il fait meilleure performance, même Albon. Il disait, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec la Williams? Il était comme, il est coincé là-dedans et je pense que l'année prochaine, ça va aller dans les mêmes directions. Et j'ai ici quelqu'un en Twitter, il avait donné ça. Sick Boy, il avait donné sa performance de jeu, il la met sur Pérez parce que oui, il a fait un bon cours, c'est ça. Même si après le podium, il s'échappait, il a échappé le podium, mais contre-performance, ici, ça dit Grosjean qui a manqué son premier point, mais je pense qu'il voulait parler de Russell, parce qu'il parle Oui, parce qu'il nous dit la faute du jour à Russell pour l'accident sur la voiture de sécurité à la Grosjean. Oui, c'est ça. Un peu comme je disais tout à l'heure, oui, on voit l'accident de Grosjean, on voit l'accident de Russell, puis on pense inévitablement à Grosjean à Bakou. Dans le cas de Grosjean, pour Russell, c'est juste triste parce qu'il a craché tout seul. Grosjean, oui, il a craché tout seul, mais après, il dit parce que je me suis fait rentrer dedans, ce qui rend non pas Grosjean sympathique ou aimable, mais qui le rend un peu plus détestable parce qu'il se trouve une excuse complètement bidon, donc c'est dommage. Ouais. Mais quand même, lui, Grosjean, il n'a pas vu venir, et qu'il pensait que quelqu'un l'avait accroché, il n'a jamais pensé que c'est lui-même qui avait laissé aller la voiture. Alors que Russell l'a reconnu lui-même qu'il avait bien perdu, puis on le voyait qu'il était très, très frustré dans le coin quand même. Hein. Oui, il était frustré. Aussi dit à éviter à un moment cocasse, Albon. Il était... Ok, c'est ça. Le moment cocasse, c'est lui, quand il a... C'est Albon qui a fait comme un tête-à-coup, tout seul. Oui. Oui, que... ici en Twitter dit qu'il trouve le moment cocasse que juste ahí l'échappait de justesse parce qu'il était... Ça aurait pu très mal finir. Oui, c'est ça. Ça aurait pu très, très mal finir. Je veux dire, quelques centièmes de seconde de plus, là, c'était le crash. Là. Puis ça aurait été l'histoire qu'on a retenue de la saison. Les deux Red Bull qui se rentrent dedans. C'est la pire chose qu'on veut voir, deux coéquipiers qui se crachent dedans. Mais oui, c'est vrai que c'est un moment cocasse quand même. Passé très, très proche. Il y a ça. Il y a un autre moment cocasse quand même aussi qu'on a un peu relevé, c'est Raikkonen qui zigzague derrière Russell puis qui voit oh, there's a Williams in the wall. Puis, et son ingénieur qui dit Kimi t'es 11e, puis là Kimi qui rapporte l'incident et son ingénieur lui dit bon ben ça c'est un dépassement facile. C'est quand même assez cocasse, c'est quand même du bon clip radio comme la Formule 1 sait nous les faire depuis quelques années quand même. Oui, c'est ça. Et après, moi, c'est oui, la performance de jeu, je vais aller avec la même direction que toi, c'est Kvyat que des fois, on ne le voit pas, on ne sait pas qui est là, mais c'est sûr que j'ai les mêmes sentiments quand je vois la Toro Rosso Alpha Tauri, pour moi, c'est Minardi.
Ah Et oui, hein? oui, c'est ça, et on ne peut pas l'oublier. Pour moi, c'est Minardi. En plus, il reste en Italie, à Faenza, dans la même place. Et que je ne peux pas m'empêcher. Et quand je vois un Alpha Tauri, c'est en avant, c'est glissé en avant. Pour moi, oui, c'est Minardi qui réussit. C'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, Kvyat, c'était la performance de jour. Et en plus, c'est des pilotes que j'ai admis quand il se passe beaucoup de choses dans la piste, des accrochages, des choses qui se passent. Et lui, il n'était même pas involucré en rien. Il a réussi à s'en sortir, à faire bien, et il n'a rien cassé. Exact. C'est sûr que c'est lui. Contre-performance, je dirais, oui, Roussel, il a bien fait, il a fait la contre-performance, il a fait un moment cocasse. C'était drôle quand même si pour lui c'était pas drôle, mais c'est sûr que un auto derrière l'auto de Sistica, c'est toujours quelque chose qu'on dit, mais oui, ça se fait pas, c'est comme... C'est marqué dans son profil au hockey sur glace ou au soccer. Je veux dire, c'est pas censé arriver, là. Oui, c'est ça, c'est comme quand tu te fais un football, tu mets les golets dans ta place, dans ton... Tu mets le bout, mais contre toi, ça c'est toujours comme quelque chose qui va rester, va rester marqué pour toujours, tu peux pas l'enlever après. C'est la même Mais pour chose. lui, j'ai l'impression qu'il va pouvoir passer à autre chose. Comme je disais tout à l'heure, comme pour Leclerc, à Bakou, il y a des moments comme ça où on fait une erreur d'enfant, une erreur d'élève, d'écolier, et on arrive à grandir avec ça. Je pense que pour Russell, cette leçon-là va vraiment lui être. Je pense qu'il va vraiment pouvoir passer à autre chose. À défaut d'être aussi bien encadré que dans un top team, je pense que lui va pouvoir faire sa propre croissance pour évoluer comme pilote. Je pense que ça va l'aider, mais bon, il reste coincé chez Williams, et donc à partir de là, il doit travailler d'autant plus fort pour passer toutes ces difficultés qu'il rencontre, alors que Leclerc, au moins, étant dans un meilleur environnement, on se souviendra de l'accident à Bakou, au moins a pu être au moins être encadré plus justement, et de toute façon, il est quand même très mature à son âge pour pouvoir faire le travail, mais Russell aussi, le travail, je pense pas que ça sera un accident à la Grosjean, là. C'est un accident à la Leclerc et va l'aider à développer sa carrière. À surmonter la situation. Mm. Mais il y a aussi, j'avais contre-performance, j'avais un dossier. Je Oui. voulais Adou est pas là, mais moi, je me donne le droit de parler de Ferrari. Qu'est-ce qui se passe avec Vettel? Il a fait comme sa performance, il était quatrième, il a bien fait, il a bien travaillé. Et pour une première fois, son auto, il a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de problème trop avec la voiture. Il arrive, il y a, même qu'il y a la blague que son pisto, même avec la Racing Point, que ya presque accroché un mécano, y était mieux la red de Stroll que la red de Vettel. Mm. Ça, pour moi, c'est la contre-performance de Ferrari, même si on bien fait avec Leclerc. J'ai dit, toi, c'était comme Racipoa, toi, un auto en quatrième place, tu as l'opportunité d'avoir les 12 autos en avant pour première fois, que si Vettel était jamais là, il a fait un gros travail quand même. Il arrive, il arrête, il était long, il était long, il était long, il revient à la dernière place, à la presque dernière place. Pour moi, je ne voulais pas laisser passer, je ne voulais pas laisser passer. Ouais. Mais il y a des fois certaines choses comme ça, les malchances qui s'additionnent à une mauvaise voiture ou un manque d'envie ou
plein de circonstances, mais là, Vettel, lui, il les couche toutes, là, je veux dire, voiture capricieuse, il aime pas ce genre de voiture-là, il a pas l'air d'être dedans, on dirait qu'il aimerait être ailleurs, la relation avec Ferrari, c'est plus le mariage, c'est le divorce, c'est fini depuis longtemps, donc là, qu'on commence à additionner tout ça, peut-être juste envie d'être là aussi, hein. Quand on n'est pas à 100% en Formule 1, du moment qu'on est à 99 ou à 98%, ça donne ce genre de performance-là. Je pense qu'il y a un peu de mental, hein. Je pense que notre ami Vettel est un peu cassé, là. Je pense qu'il a envie de penser à autre chose. C'est normal. C'est usant Ferrari. Oui, c'est ça, c'est comme... Oui, lui, si yo serais lui, yo le demandé, je ne sais pas, m'envoyer à la maison, faire autre chose. Je pense que Kimi l'a fait une fois quand il était en Lotus. Je ne sais pas si tu te rappelles, y ahí a commencé a avoir des problèmes avec Lotus parce que son salaire n'arrive pas, mais lui a décidé qu'il faisait des travaux, une opération dans son dos, il y avait mal au dos, fait que lui est comme bit y s'arrêtait avant d'arriver con Vettel, que ça va pas, ça marche pas, tout va mal avec l'équipe, tout va mal avec la fusion, parce que toi, tu performes pas, tu es un quatrième champion, fait que ça marche vraiment pas, il n'y a rien qui marche. Exact. On parlait dans les années 90 des moteurs Kleenex de Ferrari lors des qualifications. Là, on a un pilote Kleenex, on dirait. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a quelque chose, il y a pas mis là, mais moi, je me donne le droit aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait avec la FIA? On dit qu'ils sont jamais constants. Ils donnent des fois des punitions, mais quand ils font des erreurs eux-mêmes, on remarque même pas. Parce qu'on a remarqué que pendant la voiture de sécurité, ils donnent l'ordre à tous les pilotes qui faisaient rejoindre les safety cars. Ils ont le droit de rouler un peu plus vite pour rattraper tout le monde, pour faire la formation. Et en même temps, ils ont donné l'ordre de rentrer les commissaires, les marshals, pour rentrer aussi dans la piste. Et qu'on se rencontre dans la situation que Vettel il se plaint, il dit, mais regarde, c'est pas sécuritaire. Si a quelqu'un, il se passe comme ça s'est passé avec Russell, il y a des marshals, il y a des accidents, il y a des personnes qui sont en piste quand ils devraient attendre que tout le monde y retrouve les safety cars. En plus, il y a l'autre erreur, c'est il y a la voiture, c'est qui le premier, c'est Verstappen, non, il y avait la voiture de... Je ne sais pas si c'est As. Il y avait une voiture qui était arrêtée. Ils ont mis des doubles drapeaux jaunes. Et après, on a décidé qu'ils mettaient un safety car virtual, que c'est lui que pour Hamilton était bien, parce que lui, il n'avait pas fait son arrêt, fait qu'il était prêt pour son arrêt. En même temps, ils mettent les safety car virtual, mais ça durait 17 secondes. Ouais. C'était pas Ocon d'ailleurs. Oui, Ocon. Oui, c'était Ocon. Oui. Ça dépend tellement de facteurs. Hein. On se souviendra au début du Grand Prix, ça avait pris 3 ou 4 tours avant qu'on puisse enlever la petite dérive de l'aileron avant de Dan Stroll, qui était à la sortie de Tamburello ou d'un de ses premiers virages, qui était vraiment à quelques centimètres, voire même quelques millimètres du circuit. Et pourtant, ça se voyait très bien qu'ils avaient le temps. Il y avait une période de 40 secondes pour aller le chercher. Je pense que la FIA ne veut pas avoir une situation comme c'est passé au Japon en 2014. Donc, à partir de là, ils considèrent l'élément de sécurité comme le primordial et l'action en piste comme secondaire. Donc, à partir de là, je pense que si on le regarde sous cet angle-là, je
pense que ça peut expliquer toutes les décisions de la FIA. Donc, ça me dérange pas, parce qu'au final, on ne veut pas de décès quand même, on ne veut pas de blessés. On veut quand même un peu d'excitation, un peu de casse quand même, mais quand on le regarde sous cet angle-là, de la notion de sécurité qui prévaut à le spectacle en piste, à partir de là, je pense que ça explique tout. C'est sûr que les commissaires tournants, bon, il faut juste évaluer s'il y a une faute ou non, mais on a quand même un commissaire permanent, un directeur de course qui est là à chaque course, et c'est toujours le même. Donc à partir de là, on devrait voir une certaine consistance, et je pense que c'est là qu'on la voit. Mais c'est peut-être trop fin, c'est peut-être pas assez explicite, c'est peut-être pas assez expliqué non plus sur les écrans. On ne montre pas nécessairement beaucoup les interventions des commissaires en bord de piste, justement. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut peut-être faire là-dedans pour pouvoir mieux expliquer dans une idée beaucoup plus pédagogique cette dimension de retrait des voitures, d'intervention en piste, etc. Donc, je pense qu'on a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Ça pourrait être intéressant, mais est-ce que ça peut rendre la chose plus excitante? Peut-être pas, mais au moins pour expliquer, pour enlever certaines critiques, voire théories de la conspiration, ça pourrait être intéressant à étudier. Au moins pour enlever cette lacune, parce qu'on dit, oui, il joue sur la sécurité, mais dans le moment que tout le monde, il y avait des commissaires en piste, il y avait des autos qui roulaient, tous ces 50 km à l'heure, c'est quand même beaucoup, mais ils vont plus vite que ça. En plus, oui. Quand ils essayent on dit, c'est de doubler, d'aller rejoindre les Istica, ils ont le droit d'aller un petit peu plus vite et c'est là. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont sorti comme qu'ils font une investigation pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui s'est passé, porque il y avait des commissaires en même temps que les autos ils étaient en train de rouler, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense que ça va pas aller pas trop loin parce qu'à chaque fois que c'est la FIA qui fait un petit erreur, ils vont pas juste parler de... Probablement, mais bon, aussi on peut mettre aussi le blâme aussi sur le circuit. On y retournera pas, je pense, à court terme ni à moyen terme. Donc à partir de là, ça peut être un incident isolé, puis on oublie ça. Hein. Imola, on va pas le revoir tout de suite. Donc je pense que les enseignements que la FIA pourrait faire sur les notions de sécurité de voiture, retrait de voiture de piste, je pense pas que c'est si grave que ça. Un incident qui serait déroulé à Spa ou je sais pas, ou à Bahreïn par exemple, je pense qu'on le retiendrait davantage. Là, écoute, on va essayer de maximiser les grands prix, on va essayer de refaire des caisses, de limiter les pertes d'un point de vue financier. C'est pas grave. Oui, de toute façon, comme tu dis, ils vont pas retourner là-bas et Portimao aussi, ça va rester hors de calendrier jusqu'à maintenant. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le Covid. Ils essayent de faire quelque chose pour l'année prochaine. Il y a un calendrier un peu ils ont fait les brouillons de calendrier oui. pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes, comme c'est le Grand Prix à Arabie Saoudite aussi. Ouais, le Grand Prix d'Arabie Saoudite pour les droits de l'homme, on a vu l'Amnistie internationale déjà en parler. C'est super controversé. On s'en a un petit peu parlé, tout le groupe, dans une discussion, Marc-André, toi, Abdou et moi, et on est tous sur la même longueur d'onde. C'est un Grand Prix, je pense qu'on va tous boycotter, hein, déjà que le Bahreïn avec le printemps arabe en 2011 qui était annulé à la dernière minute ou presque. Depuis ce temps-là, je regarde toujours d'un œil en disant, est-ce que je devrais vraiment moralement le regarder? Je me pose la question. L'Arabie Saoudite, pour moi, ça me semble être la ligne rouge. Hein, il me semble qu'on devrait pas... Dans des conditions comme celle-là, il me semble qu'on devrait pas y aller. Peut-être qu'un jour, on pourrait y aller, mais dans de telles conditions humaines, c'est peut-être pas la situation la plus idéale. C'est quand même du sport washing. Ça serait peut-être à reconsidérer. Oui, c'est un peu... Oui, il essaye de faire quelque chose pour bien paraître, c'est ça. Mais je pense que la FIA, au moins, il doit se regarder.
Tu travailles toujours pour les droits des personnes, pour l'égalité. Et j'entends et à chaque réunion aussi avec la ONU, il fait des choses par-ci, par-là. Mais quand je vois ça, je dis, pourquoi? Ouais. Surtout en plus, la FIA, c'est une organisation qui est basée en France. Donc, la question de l'égalité et des droits de l'homme, ça devrait relever de l'évidence même. Mais bon, là où il y a de l'argent, hein, on sait toujours ce qui arrive. Oui, Donc, à partir de là. c'est ça, c'est là que j'ai mis une petite touche de plus. Je dis, qu'est-ce qu'il va dire Hamilton cette fois-ci? Parce que lui, dernièrement, Ah ben, ça serait intéressant. oui, je dis dernièrement, lui, il parle des droits, il parle d'égalité, il parle de beaucoup de choses. Il dit, mais est-ce que pourrait, il va courir là-bas? Oui, ça serait intéressant de savoir. Surtout en plus qu'une rumeur disant que Lewis Hamilton pourrait peut-être ne pas revenir l'année prochaine. Personnellement, Je crois pas. qu'il va revenir. Mais ça serait intéressant de voir s'il y a un Grand Prix en Arabie Saoudite, ce qui va faire, je pense que la pression sera très très forte sur Lewis Hamilton. Il va être déchiré là-dessus. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il choisisse entre qu'est-ce que c'est ce principe qu'il défend et faire qu'est-ce qu'il aime faire. Parce que Lewis Hamilton, c'est l'homme d'un seul agenda, la question de l'égalité de toutes les couleurs de peau, ou c'est un humaniste plus largement sur la question des droits de l'homme. Ça sera à voir. C'est à Lewis Hamilton de faire sa réflexion et ou de nous l'annoncer tout simplement. Hein. Je pense pas qu'il faut nécessairement lui forcer la note à ce moment-ci, mais bon, ça serait aussi intéressant d'entendre les autres pilotes aussi sur le sujet quand même. Oui, c'est intéressant aussi quand les pilotes parlent, parce que des fois, ils ont comme pas le droit de parole. On dirait qu'ils signent son contrat et ils font, ils juste pas se mêler des choses. Exact. Ouais. Mais je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je pense pas que j'ai oublié rien. Et on reviendra la semaine prochaine. Et ça, c'était le bulletin F1. On peut l'écouter demain, jeudi, dans toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. Et merci à toi, Jean-Sébastien. Un plaisir. Est-ce que tu reviens? Ben, si le chef veut, avec plaisir. Ben, on va regarder, hein, on va regarder. Non, c'est une blague. Mais merci beaucoup et on le laisse un gros bonjour à deux. J'espère qu'il me laisse revenir la semaine prochaine. Après ça. Et on se courage avec ses travaux universitaires aussi. Hein. Oui, il fait ce travail, il travaille dur. Mais je pense que quand on fait le podcast, lui n'est pas là. Je pense qu'il est moins concentré en son travail parce qu'il pense qu'il faut bien. Il pense au balado à l'enregistrement. Ouais. Oui, il pense al balado, c'est son bébé, fait qu'il dit, j'ai laissé mon bébé tout seul. Donc, message pour Abdou, travaille garçon, c'est le temps de travailler là. Oui, fait que merci beaucoup et un salut à tout le monde et on revient la semaine prochaine.